Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les observateurs et les utilisateurs des produits de notre école disent que le niveau des élèves n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Ils sont des chefs d'entreprise, ils sont des chefs de service. C'est avec eux que nous avons discuté et ils ont partagé cette préoccupation avec nous. Nous avons dit, si tel est le cas, il faut que les spécialistes qui forment les élèves viennent sur ce plateau pour explorer le sujet, comprendre les causes et proposer les apports de solutions qui sont en cours dans le système éducatif pour que désormais ces observateurs du système éducatif, les utilisateurs des produits de l'école soient satisfaits. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau, donc vous comprenez la pertinence du thème que nous voulons aborder. La baisse du niveau des élèves, cause et approche de solutions. J'aurai à vous présenter deux invités. Débat thématique, c'est dans un instant. Comme je le dis, le sujet que nous allons aborder porte sur la baisse du niveau de nos enfants. Pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau. De ma droite vers ma gauche, Madame Aheto Difa. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. Et Palimé. Non, nous allons très bien. Quel est le climat à Palimé aujourd'hui? Il fait chaud ou bien c'est toujours tempéré maintenant? Non, c'est tempéré. C'est ça. Il pleut souvent. Il pleut. Oui. Parfait. Et à ma gauche, c'est un habitué, il a commencé par être un habitué de ce plateau, inspecteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. Tout à fait. OK. Alors, la toute première question, quand on parle de baisse de niveau, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Qu'est-ce qu'on comprend par baisse de niveau? Oui. Par baisse de niveau, d'abord, le niveau, c'est quoi? C'est ça. Le niveau, c'est la capacité, la valeur de l'élève. Donc, quand il y a baisse, ça veut dire qu'il y a une chute de ce qu'on attend de l'élève. Voilà. Je m'arrête là en attendant de décortiquer après. C'est ça. Oui. Alors, monsieur l'inspecteur, vous qui tenez les élèves du secondaire 1 et du secondaire 2 aussi, non? Bien sûr. Voilà, secondaire 1 et du secondaire 2. Alors, quand on parle de baisse de niveau, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Par baisse de niveau, nous devons comprendre que c'est une expression utilisée pour désigner la diminution des compétences ou des performances dans un domaine donné. Et comme nous sommes en train de parler de l'éducation, vous savez, par niveau, on a une certaine attente. On dit que quand l'enfant arrive à tel niveau d'éducation, il doit développer telle compétence. Et si ces compétences-là ne sont pas suffisamment développées, on estime que, si c'est dans le temps, on estime qu'il y a une certaine baisse de niveau. Voilà. Alors, je l'avais dit dans mon introduction, mes invités ici sur ce plateau ne seront pas les seuls à explorer le sujet avec nous. Nous avons, par le biais du directeur régional de l'éducation Savane, approché un des inspecteurs généraux de l'éducation IGE. Lui aussi a essayé de nous expliquer un peu ce qu'il entend par baisse de niveau des élèves. On va suivre l'inspecteur général de Savane. Quand il va sortir, et par rapport aux attentes liées à sa formation, s'il ne répond pas, c'est des signes. Je vais prendre un exemple. Au primaire, par exemple, quand un enfant entre au primaire, à la sortie, il doit savoir pouvoir lire et écrire. Mais ce que nous constatons, des élèves nous arrivent en 6e avec des difficultés encore en lecture et en écriture. C'est un exemple. Bien, Madame Maheto, au niveau du préscolaire, puisque vous êtes au niveau du préscolaire, Oui. comment vous arrivez à savoir que tel apprenant du préscolaire n'a pas le niveau? Merci, Marcel. Et au jardin d'enfants, nous avons les enfants de 3 à 4 ans et de 4 à 5 ans. Donc, c'est de tout petits enfants. Quand on voit à travers les activités menées, à travers leur comportement, nous connaissons la psychologie
adapté en pédagogie. Donc, ça fait la psychopédagogie. Je vous donne un exemple. Ouais. Un enfant de 3 ans, 3 à 4 ans, doit normalement reconnaître la couleur bleue et la couleur rouge. Ça, c'est d'office. Et quand un enfant arrive au jardin d'enfants et qu'il n'a pas ces compétences et qu'il ne développe pas ces compétences, on lui montre les couleurs et il n'est pas capable de les reconnaître. Là, on voit qu'il y a un blocage quelque part ou bien une baisse, une chute au niveau des acquisitions et au niveau des compétences, des connaissances. Monsieur l'inspecteur, au niveau du secondaire 1 et du secondaire 2, comment vous arrivez à savoir que tel apprenant a une chute, comme vous l'avez dit en tout temps, chute des connaissances, des compétences dans les matières pour lesquelles on lui a donné des cours? Merci. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, pour chaque niveau, il y a des exigences. Il y a des acquis qui sont attendus, que nous appelons des prérequis. Voilà. Lorsque les prérequis ne sont pas au rendez-vous, déjà, on commence par dire qu'il y a des problèmes. Et on peut retenir 4 angles généralement qu'on considère. Il y a la lecture. Lorsque l'élève, à un certain niveau, n'arrive pas à bien lire, ça, c'est un indice. C'est un indice. Il y a la difficulté à écrire un bon paragraphe. C'est des problèmes. Il y a les difficultés à calculer. Il y a le dernier niveau, c'est le raisonnement logique. Alors, par rapport à ces indicateurs, il y a des niveaux. Lorsque l'enfant est en 6e, ce qui est exigé de lui, s'il n'arrive pas à lire couramment et à lire comme cela se doit pour un élève de 6e, s'il n'arrive pas à répondre, à trouver les prérequis nécessaires pour faire les mathématiques, on peut commencer par dire qu'il y a un problème. Mais d'une manière générale, si vous le permettez, comme c'est une question qui est abordée partout et dont tout le monde parle, de manière générale, on peut aller plus loin. Pour dire que quand on parle de baisse des niveaux, c'est parce que parfois il y a la baisse des performances en évaluation. La baisse des performances en évaluation, notamment les notes qui peuvent devenir de plus en plus faibles ou basses, où on remarque un certain écart entre les notes les plus élevées et les notes les plus basses. Quand vous faites par exemple une évaluation, voilà, les meilleurs ont entre 16 et 20. Oui, alors que les derniers, dans la même classe, on a des gens qui ont de très faibles notes. Voilà. Et en dehors de cela, ce qui nous permet de parler de la baisse des niveaux, c'est aujourd'hui la difficulté à s'exprimer. Les gens s'expriment avec des difficultés. En français, il y a des fautes. Les accords élémentaires ne sont pas respectés. Certains apprenants ont des difficultés à structurer une pensée à l'écrit ou à l'oral. Nous avons également, comme je le disais, le manque de raisonnement et de logique. Difficulté à résoudre les problèmes, surtout mathématiques. Bon, il y a les scientifiques. Il y a aussi les difficultés à faire des analyses et à argumenter. Nous pouvons aussi relever un élément très important qui peut être considéré comme un indicateur de la baisse des niveaux, c'est le manque d'autonomie aujourd'hui des apprenants. Les apprenants, les élèves peinent à apprendre par eux-mêmes et à organiser leur travail. Si vous avez des enfants à la maison, vous êtes obligé d'être à leur trousse, vous devez les aider pour qu'ils puissent se prendre en charge. Alors que ce n'était pas le cas hier. Alors qu'avant, ce n'était pas comme cela. Et donc, le phénomène des répétiteurs aujourd'hui peut être considéré comme un élément. Okay. On va en arriver. Maintenant, ce que les observateurs ont constaté, voilà, et les utilisateurs de l'école aussi ont constaté, parce que quand quelqu'un sort de l'école, quel que soit son niveau,
soit il se prend en charge lui-même, ou alors il est utilisé dans le privé comme dans le public. C'est eux qui disent que le niveau a baissé. Est-ce que vous êtes en accord avec eux ou bien c'est de toute façon une critique qui n'est pas suffisamment fondée, selon vous? Oui, je peux dire que en partie, ce n'est pas complètement cela, parce que nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont sortis de notre parcours, ce monde-là, chez certains, ça dépend du parcours qu'ils ont fait. Voilà, donc on ne peut pas affirmer que tout le monde, le niveau a baissé chez tous ceux qui sont sortis du système éducatif. On ne peut pas affirmer cela. Madame Aïto? Oui. Nous, au niveau du préscolaire, au niveau du jardin d'enfants, par exemple, si nous prenons un enfant dans une activité de gymnastique, il n'arrive pas à sauter, il n'arrive pas à faire de petits trous, de petits sauts, il n'arrive pas à courir. Ça, c'est au niveau de la gymnastique, ça. Au niveau des autres activités, l'enfant ne reconnaît pas les couleurs. L'enfant n'arrive pas à faire, par exemple, le gribouillage, ou bien à écrire, à faire des traits, soit au tableau, ou bien sur ardoise. Alors que les autres arrivent à le faire aisément, là, nous pouvons affirmer que cet enfant-là, ou bien ces enfants-là, ont des problèmes. Nous ne disons pas au jardin d'enfants baisse de niveau, parce qu'il n'y a pas un test, on les évalue, à petits coups. Mais il y a des retards, il y a des soucis, il y a des problèmes, et il y en a qui ne sont pas compétents selon leur âge, ou bien selon ce qu'il fallait savoir à un temps T, ou bien dans une session, dans une classe donnée. Voilà. Alors, comme je le disais, mes invités ici présents, les deux, ne sont pas les seuls à répondre aux questions. On va retourner encore au niveau de l'inspecteur général dans la région de Saban. Lui aussi a donné ses explications. Il y a plusieurs causes. D'abord, si nous prenons l'environnement extrascolaire, c'est un environnement qui ne permet pas aux enfants de se concentrer pour travailler. Il y a trop de divertissement, il y a trop de plaisir. De deux, les élèves ne s'adonnent plus à la culture de la lecture et à la culture de la recherche. Ils n'aiment pas se cultiver, ils n'aiment pas lire. Alors que la lecture, c'est un canal pour pouvoir se cultiver. Il y a aussi les parents qui n'encadrent pas les activités des enfants à la maison, les activités extrascolaires bien sûr, n'encadrent pas les enfants. Il faudrait que les parents mettent la main à la pâte pour pouvoir aider dans ce sens. Alors, chers invités, maintenant que nous avons les indicateurs, surtout au niveau du secondaire, qui nous permettent de savoir que le profil risque de poser problème, le profil de sortie de l'enfant risque de poser problème, et c'est lié à tel aspect ou tel que monsieur l'inspecteur l'a si bien expliqué, au niveau du primaire. Alors, on va aborder les causes, puisque le sujet que nous abordons, nous l'avons bien dit, c'est les causes et les approches de solutions aux problèmes de baisse de niveau de nos élèves. On va commencer par le préscolaire avant d'aller vers le secondaire 1 et le secondaire 2. Oui. Et M. Marcel, il y a, disons, des causes externes et des causes internes. Disons, des causes au niveau de la société. Commençons par les causes externes. Voilà. Là, il y a la famille. Un enfant qui nous arrive au jardin d'enfants, il est arrivé en retard, il est arrivé en pleurs, il est arrivé pas bien soigné, il ne sait pas laver, et on voit que sa tenue est un peu débraillée, et il y a tout ce qu'il faut pour il n'est pas dans les conditions justement, pour un bon apprentissage. Voilà, pour être d'abord accueilli et apprendre. Donc l'enfant là, nous commençons tout de suite par mener des enquêtes au niveau de la famille, avec qui il vit. Il doit y avoir une souffrance quelque part. Et nous commençons
nos enquêtes, Ouais. et on découvre que peut-être il vit dans une famille monoparentale, ou bien il est maltraité, ou bien l'enfant la vit dans des cas de violence, etc., etc., etc. Donc, nous devons questionner la famille et commencer à aider cet enfant-là dans ce domaine. Un autre cas, il y a aussi l'âge de l'enfant. Je salue au passage notre ministère de tutelle qui a bien fixé l'âge d'entrée à l'école. L'âge d'entrée au préscolaire, au jardin d'enfants, à 3 ans. Pas avant 3 ans. Okay. Donc, avant 3 ans, l'enfant psychologiquement ne peut pas intégrer un groupe de pairs. Donc, à partir de 3 ans, là, l'enfant, normalement, doit commencer par s'intéresser aux autres et un peu laisser la famille et aller vers les autres à partir de 3 ans. Donc, un enfant de 3 ans qui n'arrive pas à satisfaire à ces besoins-là, nous voyons qu'il y a un retard, nous voyons qu'il y a un problème, un souci. Donc là, il faut aller questionner l'extérieur pour voir ce qui se passe. Mais il y a des enfants aussi qui manquent de stimulation, de motivation. À la maison? À la maison, bien sûr. L'enfant vit dans une famille où on n'est pas motivé à aller à l'école, par exemple. Donc, l'enfant là qui nous arrive, bon, ne va pas manifester l'intérêt pour les un intérêt pour se manifester dans tel ou dans tel cas. Et là, vous êtes obligé d'utiliser vos techniques pédagogiques pour activer et susciter en lui le goût d'apprendre. Voilà. Le stimuler, le motiver, et etc., etc. Il y a les mauvaises compagnies aussi. L'enfant qui sort à 11 heures, qui ne retrouve ni sa maman, ni, disons, ses parents. Donc, cet enfant-là qui est laissé à lui-même... Surtout qu'il est à un âge très bas. À 3 ans, à 4 ans, il arrive... l'enfant apprend par l'exemple. Donc, quand l'enfant n'a pas de repère, l'enfant-là risque d'avoir des problèmes au niveau des apprentissages. Donc, l'enfant-là ne sera pas compétent et ne peut pas développer ce qu'il faut au niveau des acquisitions et au niveau des habiletés et autres. C'est ça. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que tout ce que Mme Mahito est en train d'expliquer interpelle nous les parents. Voilà, pour que nous puissions assumer notre part de responsabilité pour permettre à ces enfants d'avoir le goût de l'école, le goût d'apprendre, de vivre avec les autres enfants et d'avoir un bon profil de sortie demain. Alors, avant que Mme Mahito n'aborde les causes internes, on va donner la parole à l'inspecteur du secondaire. Voilà, c'est lui qui nous dira les causes externes qui expliquent en partie la baisse du niveau de nos apprenants au niveau du secondaire 1 et du secondaire 2. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'emblée que s'il faut parler des facteurs externes, nous devons évoquer le fait que la société est en train d'évoluer. Cette société qui évolue aujourd'hui fait que le rôle que l'école avait joué dans le passé, l'école en tant que tremplin social, l'école en tant que facteur de mobilité sociale, l'école est en train de perdre ce rôle-là. Dans le passé, ceux qui allaient à l'école, y allaient pour trouver un emploi salarié dans l'administration. Mais aujourd'hui, nous voyons que ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas seulement ceux qui ont de gros diplômes ou de grands diplômes. Et ce qui fait que de plus en plus la société valorise peu l'éducation. Et quand autour de l'enfant, il y a des commentaires désobligeants sur le rôle propulseur de l'école, aujourd'hui, les apprenants ou les jeunes pensent qu'ils n'ont plus besoin d'aller à l'école pour réussir dans la vie. Et ils se concentrent donc moins quand on dispense les cours. Justement. Voilà. Donc, ces jeunes-là sont peu motivés. Ils estiment qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir dans la vie. Vous voyez, c'est ce que nous désignons par la valorisation insuffisante de l'éducation ou de l'école. On dévalorise l'école auprès des enfants. L'école n'est plus importante. On estime que ce n'est plus important. Et beaucoup de ces jeunes-là tombent dans ce piège-là et commencent par ignorer l'importance des études et des diplômes.
Et nous leur disons que savoir lire, savoir écrire, savoir calculer sont des fondamentaux que tout le monde doit savoir, doit maîtriser. Et c'est l'école qui donne ça. C'est l'école qui permet à chaque individu de savoir lire. Et si nous disons savoir lire, ce n'est pas lire un mot, c'est pouvoir lire un texte et le comprendre. Et c'est l'école qui apprend ça. Si nous disons savoir écrire, ce n'est pas savoir seulement écrire son nom. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'alphabétisation. Ce n'est pas de l'alphabétisation. C'est l'école qui développe des aptitudes en l'individu à pouvoir raisonner, à écrire des textes cohérents, à traduire sa pensée par écrit. Et donc, chaque personne doit comprendre cela. Et le fait qu'on pense que si on va à l'école aujourd'hui, après les diplômes, on ne deviendra pas autre chose que ceux qui sont restés à la maison, je me dis que ça, c'est très faux. Il faut revoir nos façons de considérer les choses, mais c'est un facteur essentiel. C'est un facteur essentiel qui fait que les jeunes aujourd'hui ne s'adonnent plus à fond, ne s'investissent plus. C'est très fondamental et il faut le relever. Et comme facteur externe aussi, il faut relever l'impact des nouvelles technologies. Et des enfants, le mauvais usage, de la technologie. Le mauvais usage de la technologie, des outils numériques. Et les outils numériques sont pour les jeunes des sources de distraction. Au lieu que ces outils numériques soient des sources de recherche, c'est plutôt... En complément à ce que l'enseignant ou le professeur lui a donné. Justement, c'est plutôt des sources de distraction. Et beaucoup d'enfants sont devenus dépendants de ces sources-là, de ces tics-là, la dépendance. Et parmi tant d'autres facteurs, nous pouvons évoquer le fait que l'encadrement familial aussi a des problèmes aujourd'hui. Les parents sont de plus en plus occupés. Les parents sont de plus en plus occupés par leurs activités professionnelles, au point qu'ils n'ont plus de temps pour consacrer à leurs enfants à la maison. Papa se lève le matin pour ses activités, maman aussi se lève très tôt et l'enfant est laissé à lui-même. Et surtout quand c'est un enfant à bas âge. Non. Ou même qui traverse la crise d'adolescence. Là, même aujourd'hui, nous savons, jusqu'au lycée, la plupart sont des adolescents. Bien sûr. Et donc, il faut toujours la présence d'un adulte pour pouvoir les encadrer. Or, aujourd'hui, tout le monde se livre à cette... Est-ce que ces parents n'ont pas besoin d'un accompagnement eux aussi? Parce que comment on gère un enfant quand on a des occupations, comment on gère un enfant, adolescent, etc. Est-ce que les spécialistes de l'éducation sont en train de réfléchir? Ceux qui font la recherche d'action, par exemple, à l'INSEE et autres, là, sont en train de réfléchir pour trouver des solutions. Parce qu'ils ont besoin de solutions, en fait, eux aussi. Oui, disons que aujourd'hui, c'est un phénomène mondial, en quelque sorte, et qui doit susciter de nouvelles réflexions, de nouvelles recherches-actions, pour pouvoir aider les parents, à s'occuper mieux de leurs enfants. Sinon, les enfants sont à l'abandon. Les enfants ils tombent dans la travers de la vie, dans les compagnies qui détruisent les valeurs même qu'on a fait à soi dans leur vie. Effectivement, jusqu'à ce que le parent ne se rende compte. C'est déjà trop tard. Voilà, donc il y a aussi, la précarité et la pauvreté ont toujours existé depuis les temps. Et ça détermine aussi les niveaux de réussite, mais ce n'est pas un élément fondamental. Aujourd'hui, le phénomène actuel, c'est les réseaux sociaux, les médias, leur mauvaise exploitation, qui influencent beaucoup sur les apprenants. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur l'inspecteur. Je le disais, mes deux invités, je le répète encore, ne sont pas les seuls sur le plateau pour répondre à nos questions. On revient encore à l'inspecteur général de l'éducation des Savanes. Lui aussi, il s'est prononcé sur les causes externes qui expliquerait en partie le faible niveau des apprenants, des sortants du système éducatif décrié par les utilisateurs des produits de l'école. Il y a le programme aussi qui était trop vaste. Depuis un certain temps, l'autorité a entrepris l'allègement et l'actualisation des programmes d'enseignement dans toutes les classes. C'est pour tout ça pour faciliter et permettre aux élèves de mieux se former. Alors,
On va quand même vous donner l'opportunité d'évoquer quand même une ou deux causes internes qui expliquent la baisse du niveau. On va commencer par Mme Mahipa. Oui, merci. Et parlant des facteurs internes liés à l'enseignant, liés au système éducatif. Tout à fait. Ouais. Au jardin d'enfants ou bien dans le préscolaire, nous avons d'abord la relation éducateur-éducatrice-enfant. C'est ça. Comment l'enfant est accueilli quand il arrive au jardin d'enfants. Ça joue beaucoup dans l'apprentissage. La relation éducateur-enfant ou bien la relation éducatrice-enfant. Comment les parents sont accueillis par les enseignants ou bien les éducatrices du jardin d'enfants. Ça joue énormément. Il y a les pratiques pédagogiques et éducatives. Au niveau des pratiques, c'est qu'est-ce qui est enseigné. Là, j'ouvre des parenthèses pour dire que au niveau du jardin d'enfants, on ne parle pas de leçons ou bien de cours, mais nous parlons d'activités sous forme de jeu. Les activités sont déroulées ou bien sont menées sous forme de jeu parce que le jeu, c'est la vie de l'enfant. Donc, nous rentrons dans la vie de l'enfant pour lui faire passer des apprentissages, des habiletés et autres, des compétences. Voilà, il y a ça aussi. Il y a le soutien aux enfants ou bien aux élèves en difficulté. Au jardin d'enfants, beaucoup d'enfants arrivent avec, je donne un exemple, des plaies aux pieds ou bien des cheveux qui sont, voilà. Donc là, il faut soutenir cet enfant-là, le mettre à l'aise pour qu'il puisse être dans les bonnes normes pour pouvoir apprendre et être compétent. Il y a aussi la capacité du jardin d'enfants, c'est-à-dire de l'institution. Comment l'institution intervient auprès des enfants? Y a-t-il des préventions au cas où il y a enfants à difficulté? Comment intervenir? Est-ce que les structures sont prêtes à intervenir quand il le faut? Là, comme vous le dites, nous allons réserver ça pour plus tard. Il y a le climat scolaire aussi qui joue, ou bien ici le climat préscolaire. Comment l'enfant vit avec les autres enfants? Comment l'enfant vit en classe, dans la cour de l'école? Tout ce qui est climat, est-ce que le climat est favorable à l'apprentissage? Vous voulez dire ici l'environnement scolaire? Je parle du climat scolaire au sein de l'environnement au sein de la structure, voilà. Voilà. Et il y a aussi comment le nombre des élèves ou bien des apprenants, des enfants. Si dans une section, parce que au préscolaire, nous parlons de section, c'est-à-dire la classe. S'il y a 50, 60 enfants de 3-4 ans dans une classe, vous imaginez la suite? Voilà. Donc, alors que le ratio devait être combien? Le ratio 20-30. Okay. Même maintenant, avec la gratuité de l'école, nous en avons jusqu'à 50, 60. Voilà. Surtout dans le public. Voilà. Donc, avec tout ça là, c'est interne à l'institution. C'est ça. Ça ne permet pas, ce sont des facteurs qui obligent à ne pas bien faire ce qu'on sait faire. Ouais. Voilà. Le suivi individuel de l'enseignant va poser un problème. L'enfant, normalement, l'enfant jardin d'enfants doit être bien suivi individuellement, comme vous le dites. Donc, à chaque enfant, le comportement à adopter selon ce qu'il est ou bien selon ce qu'il doit connaître et apprendre et connaître. Voilà. Donc, on doit développer plusieurs compétences au niveau des enfants. Si ça échoue, voilà que le niveau ne sera pas, la valeur, la compétence ne sera pas ce qu'il faut. D'accord. Ouais. Alors, monsieur l'inspecteur, à vous de nous dire très rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer en profondeur dans le sujet, on va revenir là-dessus. C'est vrai, c'est un sujet vaste. Et quand on parle des causes internes, on peut aussi classer ça en 3 catégories. Il y a les causes liées à l'apprenant, l'élève lui-même. Il y a les causes, les facteurs liés au système éducatif et les facteurs liés aux enseignants.
Mais moi, je voudrais mettre beaucoup d'emphase sur les causes liées aux élèves. Et vous savez, dans le temps pour entrer au CP1, il fallait avoir un certain âge. Beaucoup d'entre nous sont arrivés au CP1 à 10 ans, à 9 ans. Bon, 8 ans étaient, ceux qui y arrivaient à 8 ans étaient les plus jeunes. Vous voyez. Or, aujourd'hui, les enfants arrivent très tôt à l'école. Bon, disons, depuis un certain temps. Heureusement que notre ministre a pris des dispositions aujourd'hui pour empêcher les gens de forcer leurs enfants à aller au CP1. Parce que la croissance de l'enfant, il y a des stades qui répondent à des opérations mentales. Lorsque... Il y a des chercheurs même qui ont fait des études, ils ont publié des documents là-dessus. Justement, notamment Jean Piaget. Et si l'enfant, on le pousse, il y a des niveaux où l'enfant ne peut plus maîtriser, ne peut plus donner plus que ce qu'il a. Il y a des stades où l'enfant peut faire des opérations concrètes. Et jusqu'à 12 ans, l'enfant, c'est la phase opératoire concrète. Et donc, mais si l'enfant très tôt va à l'école, il se confronte à des difficultés où il ne peut pas faire des opérations formelles. Il ne peut pas faire des réflexions abstraites. Donc, ce qui fait que beaucoup d'enfants ont des difficultés parce qu'ils sont allés très tôt à l'école. Vous savez, quand vous arrivez déjà au collège, le concret n'est plus assez développé. Nous disons aux enseignants de passer du concret à l'abstrait, mais la phase abstraite est ce qui conclut les leçons. Et quand plus loin l'enfant va, plus il a des opérations abstraites à faire, notamment les mathématiques, la science physique. Et vous voyez, ce qui fait que quand l'enfant va très tôt à l'école, il a des difficultés. Et donc, c'est un facteur essentiel qui fait que vous allez constater, la fois dernière, vous l'avez relevé, il y a des enfants qui ont réussi en série scientifique, mais qu'on peut qualifier de série scientifique littéraire. Parce que c'est difficile, les opérations. Il faut avoir un certain âge, il faut répondre à ce développement mental-là pour pouvoir réussir. C'est le premier élément et le plus fondamental. Heureusement que le ministre est en train de prendre des dispositions. Déjà, le rappel est là. Il y avait depuis longtemps cette note, mais le ministre est en train d'insister là-dessus pour que le recrutement au CP1 se fasse dans les normes. Espérons que les parents ne vont pas falsifier les actes de naissance pour... Je crois que ça va nous sauver un peu de ce qui se passe là. Mettons à part le cas des enfants surdoués. Les enfants surdoués sont des cas marginaux. Bien sûr. Mais dans la grande masse des enfants, dans la grande tranche des enfants, il faut que l'enfant ait une certaine maturation. Et donc, c'est un élément très clé, très fondamental. Donc, quand l'enfant va à l'école très tôt, il pense qu'il va à l'école pour les parents. Il ne connaît pas l'enjeu. Il ne sait pas pourquoi il va à l'école. Donc, il s'adonne à l'amusement, à la distraction, ce qui fait que, bon, les enseignants sont découragés, ils estiment que les enfants ne sont pas suffisamment motivés parce que si dans le passé tu viens à l'école par toi-même, tu dis papa je viens aller à l'école, on t'envoie à l'école à 10 ans, tu sais que c'est toi-même qui as pris l'engagement d'aller. Maintenant on t'a forcé très tôt, il n'y a que ça que tu as connu, tu n'as pas eu le temps de t'amuser parce que il y a la phase de distraction. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les jardins d'enfants par lesquels on demande aux parents de passer obligatoirement. Il faut que l'enfant ait l'âge requis pour pouvoir s'inscrire au CP1. C'était un véritable problème. Et je l'avais déjà évoqué, les parents sont occupés. Donc pour se débarrasser, en fait, excusez-moi, pour pouvoir trouver du temps, ils viennent laisser les enfants à l'école. Et là où il n'y a pas les jardins d'enfants, l'enfant commence par faire l'ami, c'est ce qu'on dit, non? Ami d'école. Ami d'école. Et à la fin de l'année, on dit que bon, il a le niveau, il peut passer au CP2. Et ainsi de suite, l'enfant a des problèmes. Et c'est vrai. Donc, quand l'enfant évolue dans ce
avec cette allure-là, l'enfant ne connaît pas l'intérêt pour l'école. Ouais. Il n'a pas de motivation. Lui, l'attrait actuellement, l'attrait des réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télévision, l'enfant, les parents crient, va apprendre des leçons. Les enfants qui sont dans les zones urbaines. Justement, va apprendre tes leçons. Mais il trouve que c'est plus intéressant de voir le dessin animé. C'est ça. Donc c'est un élément très important. Et dans le contexte des facteurs internes, nous pouvons relever aussi le manque de concentration qui est lié toujours aux écrans. L'excès d'écran. Des enfants se couchent avec les portables. Et pendant la nuit, ils regardent les vidéos. L'excès d'écran. Quand l'enfant n'a pas de sommeil, il y a un problème de concentration. Lorsqu'il arrive en classe, il ne suit pas le professeur s'énerve. Comme ils deviennent de plus en plus nombreux, le professeur ne sait pas à quel sens se vouer. Il se décourage. Voilà un peu un facteur interne sur lequel moi je voudrais insister. Je voudrais, pour finir par rapport aux facteurs internes, évoquer la demande de plus en plus forte de l'éducation. C'est un atout pour notre système. Oui, c'est un atout. Voilà. Pour qu'on puisse voir un peu le taux de scolarisation, très très élevé. C'est un atout pour notre système. Mais il faut du temps pour que nous puissions maîtriser cette demande forte. Ce qui fait que aujourd'hui, les gens crient, mais c'est une phase incontournable, c'est transitoire. Et l'État est en train de faire, les autorités sont en train de faire des efforts dans ce sens-là. Parce que plus la demande est forte, eh bien, pour caser cette demande-là, il faut construire des salles de classe, il faut recruter des enseignants, il faut former les enseignants. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dénier cela. Des efforts sont en train d'être faits dans ce sens-là pour que tous les élèves soient mis dans de bonnes conditions. Et nous voyons chaque année, on construit de nouvelles salles de classe, on recrute de nouveaux enseignants, on les forme. Et donc, nous espérons que sous peu, nous allons remporter cette victoire-là sur cette demande qui nous oppresse un peu. Alors, fidèles téléspectateurs, surtout les parents, vous qui avez suivi surtout ce que l'inspecteur vient de dire tout à l'heure, vous comprenez qu'il y a une part de responsabilité qui revient à certains parents qui sont pressés d'envoyer leurs enfants à l'école. Non, conformez-vous, comme il vient de le dire, aux dispositions, aux tests, à ce que le décideur a dit, là d'aller à l'école. Et que toutes les dispositions soient prises à la maison pour que les enfants ne tombent pas dans l'addiction aux réseaux sociaux, dans l'addiction aux médias et autres. Donc c'est tout cela qui fera que nos enfants auront un bon profil de sortie parce qu'ils seront bien concentrés en classe. Alors, Madame Maïto, on est en train d'aller pratiquement vers la fin de l'émission, mais on ne peut pas terminer cette émission sans parler des approches de solutions. Certaines approches, on ne peut pas tout aborder, mais avant que je vous donne la parole, allons à l'inspecteur général de l'éducation des Savanes. Il a des propositions d'approche de solutions à nous suggérer. Il y a une amélioration. Vous allez voir, depuis un certain temps, on a aussi lancé des concours pour recruter les personnels d'enseignement. Je veux dire conseiller pédagogique, inspecteur de l'éducation nationale. On a formé des gens, tout ça là c'est pour améliorer la qualité. Il y a eu des changements, il y a eu des incidences mais qui ne se font pas voir pour le moment. Avec le temps, tout ça là sera clair. Même s'il y a encore actuellement des difficultés, nous sentons beaucoup de changements au niveau des résultats, au niveau des performances des enfants, de leurs compétences. Surtout que nous sommes dans une approche qui met l'élève au centre de l'action. Merci, monsieur l'inspecteur général de l'éducation. Madame Maïto, voilà, au niveau du préscolaire, parce que vous êtes au préscolaire, quelles sont selon vous quelques approches de solutions que vous proposez, surtout aux parents, parce que j'ai comme l'impression que véritablement c'est à ce niveau que le problème expliquerait le faible niveau des enfants. Même si vous avez dit qu'au niveau du préscolaire, vous ne parlez pas de faible niveau, mais d'autres causes qui s'apparentent au niveau, n'est-ce pas? Oui. Voilà, quelques approches de solutions. Oui, et là, je reviens sur le niveau. Je définis le niveau par rapport à l'âge, par rapport au cycle d'enseignement et par rapport à la matière. Je l'avais dit, que les parents respectent l'âge du ministère, pas avant 3 ans. Le cycle d'enseignement, pratiquement tous les enfants passent par le jardin d'enfants ou bien le préscolaire. Voilà. Le préscolaire, c'est à jusqu'à 8 ans. Ça les prépare à bien réussir les apprentissages au primaire. Et puisque nous parlons, nous sommes
dans l'APC, l'approche par compétences, confère aux enfants des compétences, des habiletés et des savoir-faire, des savoir-être. Donc, que chaque enfant, c'est le souhait du ministère, hein, que chaque enfant passe par le préscolaire avant d'aller au primaire, au CP1. Parce que tout ce qui se fait au CP1 serait déjà fait au jardin d'enfants. Donc, l'enfant qui passerait par le jardin d'enfants. Voilà, vous nous avez dit qu'au préscolaire, vous faites les pré-calculs pour les préparer à bien réussir les calculs. Au préscolaire, il y a tout. Pré-lecture, pour les préparer à la lecture. Il y a, nous ne disons plus les pré. Il y a la lecture d'objets, la lecture de mots usuels, la lecture des images, il y a les mathématiques, il y a la LC, langue et communication, comment se présenter, je m'appelle, tout ça là, il s'appelle. Bon. Il y a beaucoup de choses. Dans tous les cas, tout cela les prépare à bien réussir au primaire. À bien réussir au primaire et à être compétents surtout. Ils sont compétents, c'est-à-dire que l'apprentissage ne reste pas, ou bien les compétences, les connaissances ne restent pas seulement dans les classes, mais sortent des classes, voilà. Et que l'enfant qui fait une journée au jardin d'enfants, arrivé à la maison, quand on lui pose la question, qu'as-tu fait? Qu'il soit capable de dire que là, aujourd'hui, j'ai appris à me présenter. Je m'appelle, ou bien j'ai appris à bien sauter, j'ai appris à nettoyer, j'ai appris ceci. Et c'est des compétences que l'enfant acquiert après tout et qui lui restent. Ce ne sont pas des connaissances qui restent en classe, mais l'enfant devient compétent, capable de dire ce qu'il a appris en classe. Voilà. Donc, que les parents ne minimisent pas le jardin d'enfants pour dire que c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, mais qu'ils fassent tout pour que leurs enfants passent d'abord au jardin d'enfants, au préscolaire, avant d'aller au primaire. C'est donc, pas vers... voilà. Ça, c'est votre message de fin. Et que les éducateurs, les éducatrices passent par les formations. Et il y a beaucoup de formations en cette temps-ci initiées par le ministère, de ce qu'ils ou elles connaissent pour bien faire leur métier, pour rendre à l'humanité ce qu'il faut. Et pour que nos dirigeants, la hiérarchie, bon, entre parenthèses, il y a beaucoup de matériel à fabriquer. Et je salue aussi le ministère, c'est-à-dire cette prise d'initiative. Et le ministère est en train de... Pour le préscolaire alors? Pour le préscolaire et pour le primaire. D'accord. J'en sais quelque chose. Donc, il y a, pour réussir l'APC, il faut beaucoup de matériel. Et le ministère en sait quelque chose. Le projet PAKIB et tout ça là, pour fabriquer des jeux. Tout le matériel nécessaire pour que l'enfant qui n'arriverait pas à bien assimiler les choses, les connaissances théoriques, mais qui, à travers la manipulation, le matériel, puisse être compétent pour pouvoir sortir l'école dans la société ou bien vers la société et pour que le Togo aille de l'avant. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, monsieur l'inspecteur, votre dernier mot en termes d'approche de solution à ce problème de baisse de niveau sur lequel, c'est promis, on va revenir pour mettre beaucoup plus l'accent sur les causes liées à l'institution scolaire, aux acteurs de l'école. Merci beaucoup. D'abord, je reviens aux parents. Ouais. Je voudrais dire aux parents que aujourd'hui, ce n'est plus un facteur, c'est un peu un privilège ou bien dire que, bon, moi, mon enfant est au CM2 à 6 ans, à 7 ans. Bien, ils sont en train de faire du mal à leurs enfants. C'est ça. Il faut que les enfants arrivent au CP1. Madame me l'a dit, il faut que les enfants arrivent au jardin d'enfants à 3 ans. Au CP1, il faut que les enfants arrivent à 5 ans révolus. Au moins. Au moins, révolus. Au moins, voilà. Aussi, je le mets. Voilà. Donc, si l'enfant commence le CP1 à 6 ans, il n'a rien perdu. Donc, les parents doivent comprendre cela et savoir que lorsque les bases sont faibles, les bases d'apprentissage sont faibles, cela rend difficile la progression.
lorsque l'enfant, dans son cursus, à l'école primaire, il y a des choses qu'il n'a pas maîtrisées, cela affecte son évolution. Parce qu'il y a une continuité. Parce qu'il y a une continuité. C'est comme un édifice. Il faut que les bases soient solides. Que la fondation soit bien faite. Voilà. Les prérequis essentiels sont à l'école primaire. Et si l'enfant, on se précipite pour que l'enfant puisse courir vite et passer l'étape de l'école primaire sans même être conscient, cela le rattrape. Donc les parents doivent jouer un rôle essentiel, savoir qu'il faut penser plutôt à l'âge adulte et à la suite du parcours de leur enfant. Parce que le fait que l'enfant aille à l'école précocement, ça ne veut rien dire en réalité. Je voudrais aussi nous inviter, je veux dire personnel d'encadrement, les enseignants, à beaucoup expliquer le pourquoi des choses aux élèves. Parce que les enfants viennent à l'école, ils ne savent pas pourquoi ils y viennent. J'étais tout récemment dans une classe terminale et j'ai profité pour échanger avec eux. Et quand j'ai fini de leur expliquer l'importance des études, parce qu'ils sont en terminale, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas beaucoup d'informations. Quand j'ai échangé pendant environ 25 minutes avec eux, mais c'est comme ils sont éclairés. Et je leur dis, mais si vous allez à l'école sans défi, sans ambition, vous venez, vous faites la pagaille. Vous venez, vous n'êtes pas concentrés. Puisque vous ne voyez pas la portée, la valeur de ce que vous apprenez. Ce à quoi ça va vous servir. Justement. Donc, il faut ouvrir l'esprit des enfants pour qu'ils sachent pourquoi ils vont à l'école. Tout à fait. L'école, ce n'est pas seulement pour aller gagner de l'emploi salarié, comme on le dit, d'être dans l'administration, mais ça dote des aptitudes, des capacités. Lorsque tu es un entrepreneur, tu peux écrire des vies. Au lieu de défi, tu écris défi et tu donnes à quelqu'un. Ouais, ça devient un problème. Tu dis coût estimatif. Au lieu d'écrire coût normalement, tu écris le coût. Comme coup de poing. Comme coup de poing. Comme coup de poing. Ça devient un problème. Donc, l'école est très importante parce qu'elle développe des aptitudes. Et donc, les éducateurs, professeurs, inspecteurs, toutes les occasions que nous avons de les exploiter pour expliquer aux enfants pourquoi les études sont importantes. Aujourd'hui, les gens décrivent les diplômes, mais les diplômes aussi sont importantes. Sont importants, j'allais dire. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans l'administration un jour, vous êtes dans un cadre, je leur donne l'exemple de dire, si vous voulez former un syndicat, à supposer que vous êtes des travailleurs de construction, ce n'est pas toi qui as le BPC qu'on va prendre pour comme secrétaire, alors qu'il y a des bacheliers à côté. Donc les diplômes sont demeurés et demeurent toujours importants. Mais il ne faut pas les acheter aussi. Ah bon? Non, moi, justement, mais si nous disons important, ça veut dire que c'est la certification des aptitudes. Voilà. Le diplôme, ça certifie que tu as telle compétence. Voilà, qu'on peut faire valoir au besoin. Et pour terminer, je dirais que lorsque l'enfant ne sait pas pourquoi il fait, on doit faire les mathématiques. Quelle est l'utilité sociale et pratique des mathématiques? Et les autres matières aussi. Oui, justement, ce n'est qu'un exemple. Et il croit qu'on est en train de le soumettre à de la torture. De la torture, ça l'ennuie. Justement. Ça l'ennuie. Ça l'ennuie. Et vous voyez, moi, je suis historien-géographe. Je suis inspecteur d'histoire-géographie. Mais parfois, les gens disent, pourquoi on étudie tel pays? Pourquoi on étudie tel pays? Il dit non. C'est très important parce que nous avons besoin des repères. Nous avons besoin des références. Et je dis que aucun homme qui aspire à diriger les autres ne peut le faire s'il n'a des connaissances en histoire et en géographie. Parce que si vous voulez diriger une communauté dont vous n'avez aucune histoire, comment est-ce que vous pouvez diriger cette communauté-là? Vous voyez? Donc, nous devons prendre le temps, le professeur doit prendre le temps de dire à l'enseignant, si on fait le français, on fait l'analyse, si on fait le résumé, pourquoi est-ce que nous vous enseignons à faire le résumé? Le professeur de philosophie doit démontrer à ses apprenants l'utilité sociale et pratique de la philosophie. Ça peut permettre de motiver les apprenants. Parce que si les apprenants ne savent pas,
pourquoi on enseigne ceci ou cela, ils ne seront pas motivés. Merci. Je m'arrête là pour dire merci à la TVT, à Marcel, pour cette opportunité qu'il nous donne pour communiquer de ce sujet-là. C'est un sujet très complexe et délicat. Bien sûr. Et que nul ne saurait aborder en une seule journée. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, je dis merci à mes invités, l'inspecteur et Mme Areto qui a fait le déplacement de Palimé. Merci à vous pour avoir participé véritablement activement à cette émission. Tout ce que vous avez dit, je crois que ça va être pris en compte par les parents, ça va être pris en compte par le personnel d'encadrement, les enseignants et nous aussi qui sommes médias pour qu'on puisse revenir sur des sujets assez importants, des questionnements assez importants sur lesquels que vous avez soulevés. Et je crois qu'on aura fait œuvre utile pour que nous puissions véritablement comprendre les vraies causes. Voilà, nous allons comprendre les vraies causes et ce qui est en train de se faire aussi bien par le ministère ou les ministères, parce que ce n'est pas le ministère de l'enseignement primaire secondaire seul qui est concerné par le sujet. Il y a l'enseignement technique, il y a l'alphabétisation, même l'enseignement supérieur. Voilà, parce que les enfants quittent là, ils arrivent au terminus à l'université et aussi les professeurs d'université aussi. Il y en a qui trouvent que véritablement le niveau des apprenants, des étudiants qui leur arrivent là-bas pose un réel aussi problème. Voilà. Et donc, on les aura aussi un beau matin sur ce plateau de débat éducation pour comprendre comment la chose fonctionne. Alors, nous, on vous dit merci, mais c'est promis, on va revenir sur le sujet. Ce n'est que partie remise. On va revenir sur le sujet parce que, comme vient de le dire l'inspecteur et Mme Areto, c'est un sujet assez complexe. Voilà. Comme il est complexe, on va prendre plusieurs angles et chaque angle, c'est une émission. Aujourd'hui, c'est un des angles que nous avons exploré et on continuera pour mieux faire et pour éclairer la lanterne sur ce sujet portant sur la baisse de niveau, les causes et les apports de solutions. C'est sur ces mots que moi je vous dis merci. Merci véritablement de nous avoir suivis, de nous avoir prêté votre attention en espérant vous retrouver très nombreux la prochaine fois pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye.